Les dents de la terre, assez probable. Afrique de l'Ouest, 21 ans. Ainsi elle était devant moi. Je dégainai mon appareil photo, et entrepris de l'immortaliser. Qu'elle était belle. Je disposais de peu de temps. Je le savais. Je n'ignorais pas non plus que je risquais la mort pour cette photo. Je saisis une vingtaine de clichés à la hâte, avant de percevoir la réaction de ces gardes du corps. Déterminés à mettre fin à mes jours, ils approchaient, leurs lames tranchantes brandies. Je suspendis ma respiration, comme me l'avait appris le professeur Lebrun. Je ne voulais pas mourir maintenant. Pas si proche du but. Pas devant elle. La reine, étrangement placide, ne semblait pas étonnée de ma présence. Elle me contemplait sans trouble. Et un instant je me surpris même à penser qu'elle posait pour moi, qu'elle se sentait fière d'être à jamais fixée sur la pellicule. Clic. Tchac. Clic. Tchac. Clic. Tchac. Déjà mes compagnons d'aventure me lançaient, arrête, dégage maintenant. Mais je ne les écoutais pas. Je rechargeai rapidement mon appareil, malgré l'accord des gardiens qui avançaient toujours, visiblement décidés à mettre fin à cette séance. Ne pas avoir peur. Mon index en sueur glissait sur le déclencheur, ma main gauche, tout aussi moite, tournait prestement la bague de mise au point. Cette fois, les gardes attaquaient. Je fermai les yeux. Je me rappelais les paroles du professeur Lebrun, quand tu approcheras de la reine, les gardes chercheront à pénétrer en toi pour te détruire, ils repéreront vite cet orifice, qui seront pour eux des objectifs stratégiques privilégiés. Alors serre les fesses et protège tes narines et tes oreilles. Il avait raison. Cela piquait de plus en plus fort, mais je n'osais fixer mes assaillants. Comment en étais-je arrivé là? Tout avait commencé par une passion de jeunesse, observer la nature pour comprendre. Dans le jardin de la villa de mes grands-parents, à Toulouse, ce qu'on pouvait épier sans crainte de les voir fuir, c'étaient les fourmis. Au ras du sol s'édifiaient des villes entières, qu'on pouvait étudier de haut sans modifier le comportement des habitants. On pouvait les inviter à grimper sur un doigt, et elles l'escaladaient, courageusement. Fascinante expérience de rencontre entre deux animaux sociaux, une fourmi et un enfant. Entre les deux civilisations les plus puissantes de la planète. Et pour moi, ce contact était magique. Je les avais d'abord observés dans le jardin, puis j'avais fini par les enfermer dans des pots en verre pour les garder près de moi en permanence. Après les pots de confiture, les aquariums. Des terrariums pour être précis. De plus en plus grands. Le dernier mesurait 1,50 m de longueur sur 1 m de largeur et de hauteur. 3000 individus vivaient là sous mes yeux, dont une reine. C'étaient des fourmis rousses, une espèce somptueuse qu'on trouve dans les forêts. Je les nourrissais de pommes et de taramas. Je les photographiais. Je les filmais avec ma caméra Super 8. Je notais leurs aventures tout en me donnant énormément de mal pour les faire survivre. Et ce n'était pas simple. Il fallait sans cesse surveiller leur nourriture, la température et l'humidité de l'air. Comble d'ironie, elles exhibaient leur cimetière près de la vitre, comme pour me culpabiliser d'être un mauvais maître. Par moments j'avais même l'impression qu'elles mouraient express, rien que pour m'énerver. J'ai assisté à des déplacements de couvains, à des édifications de villages. J'ai observé des guerres civiles dans mon terrarium, 3 reines unies pour s'emparer d'une plus grosse, et lui enfoncer la tête dans l'abreuvoir jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. À force je finissais par en reconnaître certaines. Je pus remarquer que contrairement à la croyance qui dit travailleuse, comme une fourmi beaucoup ne faisaient rien. En fait leur population se divisait en 3 groupes. Le premier tiers se composait d'individus qui dormaient, se reposaient, se promenaient, sans rien faire d'utile à la communauté. Le second tiers, d'individus qui s'activaient mais de manière maladroite. Ils tiraient sans fin des morceaux de bois, transportaient de la nourriture pour la ramener ensuite au même endroit. Ils construisaient des ponts de sable qui s'effondraient. Ils bâtissaient des salles inutiles, jamais habitées. Enfin les individus du dernier tiers, réparaient les bêtises du deuxième tiers, et produisaient une activité constructive réellement efficace. Plus tard, quand je suis devenu étudiant en journalisme à Paris, a eu lieu un concours de la meilleure idée de reportage, proposé par une marque de cigarettes.
qu'il voulait lier son image à celle des reporters en herbe. Je suggérais une enquête sur les fourmis maniants, ces colonnes interminables de grosses fourmis carnivores des pays tropicaux, qui détruisent tout sur leur passage au point de ruiner les paysans. Sur plusieurs centaines de candidats, qui présentèrent des sujets originaux, je fus sélectionné. Probablement parce que les jurés pensaient que j'allais me dégonfler au dernier moment. 15 jours plus tard, après avoir engouffré mes dernières économies dans l'achat d'un appareil très lourd, un Nikorma avec téléobjectif macro, je débarquai en Afrique de l'Ouest. Là, une équipe de scientifiques du CNRS s'était installée depuis quelques jours pour suivre les migrations des fourmis maniants dans la jungle. Une opportunité extraordinaire. Une horde de fourmis maniants en déplacement comprenait une cinquantaine de millions d'individus, la plupart équipés de longues mandibules tranchantes. Ils avançaient comme un fleuve d'acide noir, dévorant toute vie animale sur leur chemin. On prétendait qu'une colonne de fourmis maniants pouvait dévaster des villages entiers et qu'en meute de chasseurs, ces insectes étaient capables d'attaquer des animaux très volumineux comme des gazelles, voire des éléphants. La chose m'avait semblé exagérée. J'allais enfin savoir. À peine descendu d'avion, je découvris un autre monde, où tout était plus coloré, plus joyeux. Nous n'étions qu'en avril et le soleil tapait déjà très fort. Hors de la capitale, des demi-buildings gisaient, abandonnés, des premiers étages construits par des promoteurs véreux partis sans achever les travaux. Partout des enfants jouaient. Des meutes de chiens se promenaient en se dandinant, des femmes vêtues de boubous de toutes les couleurs transportaient des vases, des pots, des paniers, des bébés. Une odeur de poulet grillé à l'essence se mêlait à des parfums d'épices et de fleurs opiacées. Dans le taxi de Bruce qui me conduisait à destination, une 504 break Peugeot, au plancher défoncé qui permettait de voir défiler la route, et de remplir la voiture d'une poussière orange, s'entassait 8 passagers et une vingtaine de pôles caquetantes. Au-dessus du rétroviseur une affichette rouge, « Faites confiance au chauffeur, il connaît son métier ». La recommandation méritait d'être signalée. En effet, après nous avoir laissé cuire une demi-heure en plein soleil, pendant qu'il sirotait son alcool de palme avec des copains, notre chauffeur consentit à nous conduire au village où je devais retrouver l'équipe de scientifiques du CNRS. Bientôt l'autoroute se transforma en nationale, la nationale en départementale, et la départementale en piste de brouscaoteuse. Au bout, enfin, le village. Sur le côté droit, la famille Lebrun, une famille d'entomologistes installée là depuis 10 ans. Au centre, l'équipe de scientifiques de passage s'était installée dans une maison en hauteur posée sur les branches d'un arbre immense. À l'entrée du village, les femmes pilaient le mil en chantant et en mâchant des graines. Les antennes dépassaient des maisons en torchis et des génératrices à pétrole, qui grondaient et fumaient, alimentaient les téléviseurs. Le sorcier servait de prêtre, de psychanalyste, d'herboriste, de conseiller conjugal, d'astrologue, de pharmacien, de dermatologue. Accroupi sur la place du village en terre battue, il expliquait aux jeunes qui l'entouraient comment reconnaître les différents esprits de la forêt, et comment savoir si quelqu'un leur avait jeté un sort. Le cours du jour était précisément les anti-sorts, une technique de sécurité qui permet de retourner à l'envoyeur le sort dont vous étiez le destinataire. Technique bien connue de l'arroseur arrosé. Ici ni la police ni une quelconque administration du pays n'avait de représentation. Il pouvait se passer n'importe quoi sans qu'une autorité intervienne. Le professeur Philippe Lebrun était un grand maigre musclé, la mâchoire adoucie par un collier de poils roux, le front barré par une mèche. En chemise bûcheron à carreaux rouges et verts, il portait de grandes bottes qui le protégeaient des scorpions. Sur son épaule, Napoléon, une mangouste, le protégeait des serpents. Le professeur Lebrun me conseilla aussitôt de porter des chemises à manches longues. À cause des moustiques? Non, à cause des simili. Les moustiques c'est gentil parce que ça fait bzzz et que ça dépose un produit coagulant sur la piqûre, le même qui nous fait nous gratter. Alors que le simili c'est silencieux, et ça laisse des petites plaies béantes. En outre ça dépose des parasites dans le sang, qui génèrent la prolifération de petits vers, et on devient aveugle.
Je remarquai en effet que certains villageois avaient le fond des pupilles remplies de verbes clairs qui grouillaient. Je pris aussitôt la décision de ne pas quitter la chemise à manches longues. Très vite, je repérai pourtant des petites taches de sang sur ma chemise blanche. Ce qui signifiait qu'un simili était parvenu à passer sous l'étoffe. Le professeur Lebrun m'expliqua également que je devais prendre un boy. Je refusai, ce genre de pratique archaïque me hérissait. Il me prit à part, oublie tes préjugés. Attends, je vais le laisser te convaincre lui-même de la nécessité de son engagement. Il est plein un grand échal à rigolard, en short de sport et en t-shirt publicitaire. Il se nomme en français Séraphin, mais dans son village on l'appelle Kouassi Kouassi, ça signifie le troisième enfant. Vas-y, dis-lui à quoi tu sers, Kouassi Kouassi. Je fais vos lacets. Je les noue moi-même très bien, répondis-je, étonné. Je ferme la porte derrière vous. A priori j'y arrive aussi. Je fais votre lit. Je range vos affaires pliées tous les jours. Pareil. Finalement à bout d'arguments Kouassi Kouassi me confia qu'il avait 10 femmes, et qu'il avait besoin de l'argent que j'allais lui donner pour s'en acheter une 11e. Sa première femme était d'ailleurs d'accord sur son choix, et il ne manquait plus que l'argent 10 francs CFA, soit 5 francs français, soit un peu moins d'1 euro. Je lui dis que j'étais prêt à les lui donner sans rien en retour, mais il me répondit que les autres ne comprendraient pas, que ce n'était pas la manière habituelle de faire. Enfin il trouva l'argument décisif. Pour les fourmis maniant j'aurais besoin de lui car de toute façon chaque scientifique sur le terrain devait avoir son assistant. Le professeur Lebrun m'adressa un clin d'œil. Ici ce n'est pas comme dans les films ou à la télévision, oubliez votre pensée politiquement correcte, adaptez-vous à l'instant et aux gens qui sont en face de vous. Ne voulant pas faire de vagues, j'acceptai donc cette aide bizarre, me demandant s'il ne servait pas aussi d'espion pour le reste du village. Les jours suivants, j'appris à connaître Kouassi Kouassi, et pris du plaisir à discuter avec lui. C'était rare que les scientifiques, les toubabous, comme les villageois nous nommaient, les toubibs blancs, entrent en grande conversation, faire palèbre, disait-il, avec leur boy. Ce comportement le dérouta d'ailleurs un peu au début. Quand il était gêné il devenait encore plus hilar. Il avait un rire qui terminait dans l'égloussement. C'était réjouissant à voir. Kouassi Kouassi riait tout le temps, mais le seul sujet sur lequel il refusait de plaisanter était la sorcellerie. Il disait, vous les blancs vous ne pouvez pas comprendre notre magie. Elle vous dépasse. Kouassi Kouassi avait des dents remarquablement blanches, il les nettoyait en les frottant avec un morceau de bois, qu'il suçotait en permanence. Je lui signalai que je voulais le même bâton, qui donne les dents étincelantes mais il me répondit, pour vous les blancs ce bâton ça vous fait tomber les dents. Et il se marrait tout en se grattant une excroissance parasite. La vie du village s'organisait en vue de la grande expédition vers les fameuses fourmis maniant. Il fallait attendre que la chaleur monte, pour qu'elles deviennent très excitées, et se lancent dans un voyage collectif. Toute l'équipe des chercheurs du CNRS fourbissait les caméras et les appareils photo. Certains étaient là pour filmer, d'autres pour photographier, ou pour rédiger des tests sur le sujet. Le soir nous étions une dizaine autour de la table. Nous parlions politique, football international, anecdotes sur le gouvernement local, et la sorcellerie du village. Nous buvions de l'eau du lac filtré, il faut être patient car elle traverse une machine équipée d'un filtre en roche poreuse. Nous avalions notre nivacine quotidienne pour éviter d'attraper le paludisme. Le professeur Lebrun m'avait conseillé de ne pas m'approcher des abords marécageux du lac. Des enfants y avaient joué et s'étaient fait attraper par des crocodiles, les sauriens aimant la viande au goût faisandé, ils coinçaient les corps sous les branches, ce qui faisait qu'on ne les retrouvait pas, il ne fallait pas chercher les ennuis. Nous mangions des conserves plutôt bien préparées par Fetna. Ses parents avaient vu dans le calendrier Na, l'abréviation de fête nationale, le 14 juillet, et ils pensaient que c'était un prénom, un gros costaud bouffi, dont les bras ressemblaient à des cuisses, et qui avait tendance à mettre du piment partout pour désinfecter. Le piquant ça tue les parasites, expliquait-il doctement.
Fetna avait cependant une excroissance dans le dos qui lui faisait comme un doigt, mais cela ne semblait pas le gêner le moindre du monde. À 21 ans je découvrais avec étonnement la vie d'un village africain, dans la jungle, complètement isolé de tout. Un jour, Kouassi me dit qu'il pouvait me fournir une femme qui savait taper à la machine si je voulais. Je répondis que je n'avais pas besoin de secrétaire, mais il éclata de rire, et me dit, non pas pour faire la secrétaire mais pour faire l'amour. Et il me confia que lui-même était grand consommateur de femmes pour faire l'amour. Sa technique personnelle de drague était simple. Il allait en ville, il se promenait, il repérait une fille qui lui plaisait, il traversait la rue pour la bousculer. Il s'excusait pour parachever ses excuses, il l'invitait à prendre une boisson puis il faisait l'amour, il appelait ça faire zizi pampan. Il arrivait parfois à en honorer 3 différentes dans la même journée. J'étais impressionné par la performance de ce Casanova. Lui multipliait les clins d'œil coquins, et les gestes obscènes tout en rigolant de ses superbes dents blanches. Je lui demandais s'il n'avait pas peur d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Il me répondit qu'il n'avait rien à craindre, car il possédait un gris-gris spécial de protection composé par son marabout. Il me le montra. Je distinguais en effet un petit tube attaché par une lanière de cuir autour de sa cheville. Et, comment dire, tu n'as jamais essayé les préservatifs? Les quoi? Les capotes. Ah, ça, me répondit-il, c'est de la magie des blancs, ça marche sur les blancs. Nous sommes des noirs alors nous prenons la magie des noirs, elle fonctionne mieux pour nous. Notre sorcier nous dit que si on veut on peut aussi essayer la magie des blancs pour comparer les résultats, mais il nous dit ça chaque fois en se moquant. C'est pour les inquiets qui veulent les 2 magies. Il y a d'ailleurs une capote laissée par un blanc, l'année dernière qui sert à ceux qui veulent tester la magie des blancs. Une seule, demandai-je, étonné. Oui, elle sert à tout le monde, on la lave et puis on se la passe pour ceux qui sont plutôt superstitieux à la manière des blancs. Tu n'as donc jamais essayé de mettre un préservatif? Si, mais je trouve ça vraiment, il éclate de rire, pas pratique. Et puis on ne sent plus rien. De toute façon la fille aussi n'en voulait pas. Elle a refusé de continuer, si je gardais cette chaussette en caoutchouc sur mon sexe. Il éclate de rire à l'expression. Et si tu attrapes une maladie malgré ton gris-gris à la cheville? Ah! Alors je vais voir le marabout, et je lui dis que ça n'a pas marché, et il me change le texte de l'incantation. Car à l'intérieur il y a un vrai texte sacré écrit et roulé tout petit. Parfois il faut le personnaliser un peu, pour que ça soit bien efficace. J'approuvais m'a décliné sa proposition pour la jeune femme, qui tapait à la machine à écrire. Un autre jour, Kouassi s'absenta pour cause de chasse aux hommes gazelles. Je demandai de quoi il s'agissait, et le professeur Philippe Lebrun m'expliqua que la tribu dans laquelle nous nous trouvions se nommait elle-même Lion, et qu'ils chassaient et mangeaient les hommes gazelles. Les hommes gazelles ce sont ceux de la tribu d'à côté? Exactement. Et ils considèrent que c'est une prédation naturelle, comme le lion est le prédateur naturel des gazelles. Et les hommes gazelles ils en pensent quoi? Le professeur Lebrun lissa sa barbe en collier. Au loin on entendit des cris d'oiseaux. Ils ne penseraient pas à demander de l'aide à Amnesty International. Pour eux c'est normal d'être chassés. La tradition ancestrale. S'ils se font attraper ils regrettent seulement de ne pas avoir couru assez vite. Tu plaisantes. En fait les hommes lions font ça pour leur cérémonie religieuse. Actuellement il y a une sorte de Pâques, alors plutôt que de manger de l'agneau ils mangent de l'homme gazelle. Mais c'est du cannibalisme. Tout de suite les grands mots. Il faut s'adapter à leur vision locale, sans les juger avec nos grilles de lecture habituelles. Tu verras, c'est troublant quand on est ici, on finit par voir la différence. Ceux de notre tribu, les hommes lions, possèdent des mâchoires plus carrées et les canines pointues, des petites oreilles rondes et ce petit regard malin, comme les félins. Les autres du village d'à côté, ils ont le visage allongé, les oreilles plus longues aussi, ils ont l'air plus doux, ils mâchent toujours des herbes, comme des ruminants. En fait comme des gazelles. Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Le professeur Lebrun regarda par notre balcon de bois dans la direction des baobabs. Napoléon, sa mangouste, poursuivait un petit rongeur et les 2 animaux,
passèrent au grand galop en grattant de leurs griffes le sol sec. Oh, quand on vit aussi loin de la civilisation, il faut cesser de raisonner comme à Paris. Ici, c'est le sorcier qui fait la loi et qui décide de tout. Tu as vu comme ils sont férus de leurs histoires d'esprit, de fantômes et de sortilèges. Ils passent leur temps à gérer ça. Tout à coup, un éclair, puis le tonnerre fit trembler la forêt. Une pluie lourde suivit aussitôt. Avec les gris-gris? Oui, et les talismans protecteurs. Ici, tout est magie. Et la chasse aux hommes-gazelles fait partie de leur religion. D'ailleurs ils n'en prendront probablement qu'un seul. Je le rejoignis pour regarder la pluie qui tambourinait sur les larges feuilles. Ils vont vraiment le manger cet homme-gazelle? En fait ils ne le consomment pas pour se nourrir, mais dans le cadre de leur rituel sacré. Ils se livrent à une battue avec un grand filet et des casseroles. Ils vont attraper celui qui court le moins vite, puis ils le ramèneront et le tueront selon leur coutume ancestrale. C'est une grande cérémonie. À chaque personne du village correspond un morceau du corps plus ou moins noble. De ce que m'a dit mon boy, le foie est le morceau le plus recherché, après ils mangent les reins, les lèvres, les yeux, les oreilles, la langue. Les muscles des bras ou des jambes, ils les donnent aux chiens. Je ne te crois pas. Tu te moques de moi. Le professeur Lebrun restait imperturbable, fixant l'horizon. Je n'ai jamais assisté à ces cérémonies évidemment interdites aux Blancs, mais j'ai vu une fois dans le journal local, un article sur un procès. Une femme se plaignait de ne pas avoir eu un morceau d'homme-gazelle correspondant à son rang au sein de la hiérarchie du village. Un éditorial complétait le compte-rendu du procès et le journaliste disait, « Si je me souviens bien, nous nous doutons que les Français nous traiteront de sauvages, parce que nous mangeons ce qu'ils considèrent comme des humains. » C'est toujours compliqué de leur expliquer ces choses évidentes. Mais nous les voyons manger des aliments qui nous dégoûtent aussi, comme les grenouilles ou les escargots. Nous ne jugeons pas leurs coutumes locales, alors qu'ils ne jugent pas les nôtres. Et il concluait par, les colonies c'est fini. Il haussa les épaules en signe d'impuissance. Et ils n'ont jamais été tentés de manger des blancs, demandai-je dans le fil du dialogue. Napoléon et le petit rongeur repassèrent dans le sens inverse. Le professeur Lebrun fit une moue. Il paraît qu'il trouve que nous avons un goût très fade et un peu amer. Mon boy m'a dit que pour eux les blancs c'est vraiment pas bon. Comme s'ils avalaient de la viande malade. Je restais malgré tout dubitatif. Dans la nuit, j'entendis au loin les tam-tams, qui battaient sur un rythme syncopé. Je me levai, soulevai la moustiquaire, et me mis au balcon de notre maison suspendue dans les branches du grand arbre. Je distinguai au loin la lueur d'un feu et des chants résonnèrent. Ce qui était certain, c'est que ce soir-là les gens de notre village organisèrent une fête. Quand je demandai le lendemain à Kouassi si c'était vrai qu'ils avaient mangé un homme-gazelle, il m'a juste regardé d'un air navré et m'a dit « Ah, zut, j'aurais dû te ramener un petit bout pour que tu goûtes. En général vous voulez toujours goûter pour savoir. Ne pas mourir idiot comme dit votre expression, hein ?» Puis voyant mon air dépité, il ajouta, rassurant, « T'inquiète pas, on ne reconnaît rien, c'est cuit, c'est comme des brochettes de porc. Ça a d'ailleurs pratiquement le même goût. Tu veux que je voie s'il en reste un peu ?» Une fois de plus je fis un signe de dénégation et, je le vis dans son regard, il était déçu que je sois aussi peu curieux des expériences locales. Enfin arriva le grand jour. La température était encore plus élevée que d'habitude et les boys avaient repéré une colonne de fourmis maniant, qui avait surgi des entrailles de la terre après des mois d'hibernation. Elle avançait dans la brousse. « Vous allez être content, tout babou. C'est un gros nid, très gros, ça forme une longue colonne sur la colline, » annonça le boy d'un scientifique d'origine belge. Nous nous préparâmes. Pour éviter qu'elle nous monte dessus, le professeur Lebrun m'expliqua qu'il fallait enfiler de grandes bottes en plastique, en fait des bottes d'égoutier, enduites de surcroît d'un produit répulsif. Malheureusement, aucune paire n'était à ma taille. Je dus me résoudre à garder mes chaussures montantes en toile, et sur les conseils du professeur Lebrun, je me contentais de rentrer le bord du pantalon dans les chaussettes. Puis nous nous sommes mis en route. Nous les guettions de loin à la jumelle. Un fleuve interminable s'écoulait, noir et effervescent,
qui avançait à la vitesse d'un nœud en marche. Environ 5 km à l'heure. Nous avions donc le temps de nous éloigner en cas d'attaque. La horde de mandibules déchaînées attaquait tous les petits animaux qu'elle pouvait encercler, lézards, serpents, oiseaux piégés au sol, araignées, rongeurs. À peine repérées, les victimes étaient recouvertes, puis submergées de soldats. Elle les pénétrait, les creusait, les découpait en menus morceaux, bientôt hissés au-dessus des têtes noires. Les dents de la terre. Le professeur Lebrun m'expliqua que, la nuit, les maniants formaient une sorte de grosse citrouille vivante, un bivouac, une boule au cœur de laquelle la reine était cachée. Le chien des Lebrun avait un jour touché un de ces fruits, et son squelette était encore témoin de cet instant d'incompréhension entre deux espèces terriennes. Les mandibules des maniants sont si tranchantes qu'elles peuvent entailler le bois, si pointues que les autochtones s'en servent pour suturer les plaies. La fourmi maniant mord la peau, et il n'y a plus qu'à lui arracher le corps. La tête reste plantée, les mandibules rapprochant les deux bords de la plaie. Le professeur Lebrun m'expliqua que lorsqu'elles approchaient d'un village, les gens fuyaient en laissant les pieds de leurs meubles dans des bassines remplies de vinaigre. Les nouveau-nés pouvaient être dévorés, s'ils n'étaient pas évacués très vite. Nous suivîmes longtemps le fleuve en folie. Jusqu'à ce que le soleil de midi soit si brûlant qu'elle se décide à aménager un nid souterrain pour se protéger. Plusieurs dizaines de millions de mandibules se mirent à l'ouvrage, et en quelques minutes le nid fut creusé. Dès lors, le professeur Lebrun, les chercheurs, les boys et moi-même nous mîmes en devoir de creuser un fossé d'1 mètre de profondeur, encerclant leur bivouac. Après quoi, au signal et armés de pelles, nous avons aménagé un tunnel, prudemment, qui devait nous mener à la loge de la reine. Respire le moins possible, m'a chuchoté le professeur Lebrun. L'odeur de ta respiration les attire, et l'odeur de ta peur les excite. Si tu le peux, quand tu seras près de la reine, mets-toi en apnée. Lorsque nous sommes enfin entrés en contact avec les zones périphériques du nid, les fourmis se sont déversées, comme du liquide par tous les couloirs de leur cité temporaire. Mais un liquide intelligent. Elles nous encerclaient. Elles nous attaquaient en essayant de nous grimper dessus. Elles n'y parvenaient que sur mes pieds, par mon absence de bottes protectrices. Je fus pourtant le dernier à rester au fond du trou pour la photographier jusqu'au dernier instant. L'important était de saisir la star. La reine des fourmis maniants. C'était une bête extraordinaire, 20 fois plus imposante que ses congénères. De la taille de mon doigt. Une tête étrange, triangulaire, avec 2 yeux globuleux parfaitement sphériques. Un fin thorax de chitine cuivrée, au-dessous, un immense abdomen formant les 3/4 de son corps. C'est de cet appendice surdéveloppé, que cet individu unique dans la communauté pond tous les jours des milliers d'œufs. Nulle part dans la nature on ne peut voir une telle machine à produire si vite de la vie. Sa garde personnelle se jetait maintenant sur moi. Je sentais leurs pattes m'escalader, me palper. J'en étais recouvert. Un manteau noir émouvant m'enveloppait. Et puis l'une d'elles trouva un passage, un petit trou dans mon pantalon. Aussitôt un groupe de chasseresses s'y engouffra. Elles étaient maintenant sous la toile de coton, et commençaient à creuser entre les poils de mes mollets. D'autres remontaient mes chemises pour rejoindre mon cou, ayant trouvé un passage dans mon col descendaient le long de mon dos, en utilisant la vallée de ma colonne vertébrale comme un toboggan. Quelle expérience étonnante! Gulliver chez les Lilliputiens. La reine doglinait de la tête sans me quitter des yeux, comme si elle n'était pas concernée par ce qui se jouait face à elle. Je cessai de photographier quand je sentis les pattes dans mes oreilles, et aux commissures de mes lèvres. Après m'être mis en apnée, comme me l'avait conseillé le professeur Lebrun, j'essoufflai par les narines et crachai pour dégager mon nez et ma bouche. Et puis soudain 2 bras m'ont empoigné. C'était Kouassi qui, comprenant que je ne me rendais pas compte du danger mortel, avait pris sur lui de me sortir du fossé. Il me tira, me dégagea et me poussa le plus loin possible du bivouac. Nous roulâmes tous deux au sol. Il venait de me sauver la vie. Les fourmis, elles allaient te manger, tout babou. T'es fou de la tête toi, s'exclama-t-il. Je toussais, crachais. C'est comme avec les femmes, il y a un moment où il faut savoir partir. Sinon elles te mangent,
poursuivit-il. Et il éclata de son grand rire joyeux, qui dévoilait ses dents étincelantes. Ce ne fut que lorsque je vis mon corps constellé de fourmis maniant plantées dans mon épiderme que je me rendis compte de ce à quoi j'avais échappé. Avec un frisson désagréable, je me retrouvai en slip dans la savane en train de racler à la machette des centaines de corps, comme si je me rasais des poils grumeleux et épais. Je me mouchai vivement, luttant contre la sensation d'être assailli de l'intérieur. Des maniants étaient même plantés dans les semelles de mes chaussures, sur les lacets. Cependant j'avais ce que j'étais venu chercher. 2 pellicules de photos l'on voyait la reine des maniants. En personne. À ma connaissance, il existait très peu de clichés de cette star d'une autre civilisation. Kouassi me regardait, rigolard. Sacré Toubabou. Qu'est-ce qui t'a pris de rester quand les autres sont partis? Je t'avais dit que tu aurais besoin de moi. De toute façon j'allais pas te laisser tomber, avant que tu m'aies donné l'argent pour ma 11e femme, ça tu peux en être sûr. C'était ta garantie de survie. À nouveau il était hilar. Il me donna une large tape dans le dos puis, il s'essuya une larme de rire et redevint plus grave. Bah. Tu voulais savoir, maintenant tu sais. C'est ça les terribles maniants. Il paraît que tu veux aussi écrire un livre dessus. Tu es fou de la tête. Puis il me fixa intensément. Juste une question comme ça, Toubabou, pourquoi tu t'intéresses à ce point aux fourmis? Après tout, ce ne sont que des fourmis.